Bonjour. J'espère que tout le monde est là. Je ne vois pas beaucoup de monde, mais bon, on va commencer vu il est l'heure. Je m'appelle Fatoumata, la patronne, si vous voyez bien. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ok, ça va, c'est bon. Nour, toi, je te vois bien, mais les autres, je ne vois pas, je ne sais pas. Mais bon. Bon, on va commencer. Donc, je vais commencer par rappeler que cet entretien, ce sera enregistré. Donc, pour bien le faire, la personne qui n'intervient pas, on vous demande de couper le micro pour commencer. Donc, pour ne pas entendre des bruits après, tout ça. Et vérifiez bien, vérifiez le son de vos ordinateurs si c'est OK. Moi, par là, ça va. Et si vous voulez réagir, vous pouvez écrire. Donc, voilà. Comme ça, on sait comment faire. Et s'il y a un souci. S'il n'y a pas de problème, je voudrais que... Allez. Parce que là, je ne vois pas grand-chose. D'accord. Si Fabienne ne peut pas prendre... Nour, le micro n'est pas activé. Donc, je vois que tu parles, mais je ne comprends pas. Voilà. Oui, est-ce que tu vois tout le monde, en fait? Je ne vois pas tout le monde. Je vois que Nour. OK. Est-ce que tu m'entends? Moi, j'entends, oui. Ah, d'accord, c'est parfait. C'est Awa. Ah, bonjour, Awa. Donc, voilà. Donc, moi, je vois que Nour, les autres, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Mais je vois quand même les autres sont... Comme je le disais tantôt au début, ça sera enregistré. Donc, du coup, les personnes qui ne parlent pas, on demande de couper le micro pour ne pas avoir de bruit. Et, on aura aussi, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui vont intervenir. Comme Nour, déjà, je te vois, très jolie. J'adore. Donc, voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens sur lesquels on va bombarder des questions qu'on veut. Ils vont répondre. Donc, du coup, vous êtes les bienvenus. Les questions sont les bienvenues, mais il faut les poser à la fin. Donc, à chaque fois que vous voudrez poser des questions, vous écrivez le nom de la personne concernée et puis, voilà, la personne va répondre. N'hésitez pas à poser des questions. Ils sont là aujourd'hui, ils sont 4, donc on va faire ça bien, comme il faut. Donc, je voulais d'autres dire. On aura aussi Maxence qui va présenter les partenariats. Ça, je vais laisser à Maxence de le faire. S'il est là et s'il m'entend, je ne sais pas s'il m'entend ou s'il est là. Oui, j'entends, je suis là. Donc voilà, Maxence, je vais te donner la parole bientôt parce que je dois expliquer encore. On a nos vidéos, on a 3 vidéos à regarder. Donc, dans les 3 vidéos, on a 4 personnes qui vont intervenir. On a la jolie, magnifique Mohamed Nour, que j'adore. J'aime bien voir la tête là. Et puis, on aura le gynécologue de C'est ma vie. En tout cas, on a les gens. À chaque vidéo, il y aura une personne. Sur une vidéo, on a 2 personnes qui vont intervenir. Donc, du coup, je vais donner aussi les noms après chaque vidéo. Donc, les questions, ça vient à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions à la fin. Donc, vous posez aussi la question à la personne concernée et puis la personne va vous répondre. Donc, tout ça, c'est à la fin. Pour le moment, je vais laisser Maxence aller expliquer les partenariats et puis on va commencer. Ça va? C'est d'accord? Tout le monde m'entend? Oui. Oui, c'est bon. Ça va. Allez. Ah, t'es beau aussi, Vincent. Merci, c'est gentil. J'adore. Hein? Merci. Mais du coup, déjà enchanté tout le monde et merci de nous laisser la parole et de pouvoir présenter le projet. Donc, je suis étudiant à l'IEX et en fait, l'IEX ici au premier quadri,
a organisé un atelier dans lequel, du coup, on a travaillé sur les questions des mutilations génitales féminines. Donc, c'était un atelier qui était riche en informations, d'abord, parce qu'on a eu un séminaire pendant 3 jours en partenariat, du coup, avec C'est ma vie et le GAMS, pour être sûr, en fait, d'avoir un bagage en allant sur le terrain, parce qu'on sait qu'on va faire la rencontre de personnes qui ont eu des parcours difficiles, des thématiques qui sont assez difficiles, donc on veut être sûr d'être préparé pour aller sur le terrain. Et donc ensuite, on a été à la rencontre de ces femmes, du coup, qui ont connu ces mutilations génitales féminines et qui, du coup, on a anglais, nos productions sur différentes thématiques autour de cette question. Il y en a qui ont parlé du clitoris, d'autres du plaisir, d'autres de l'excision en tant que telle, du CGRA, plein de thématiques différentes, mais toujours orientées sur ce même sujet. Et on est ravis que du coup, ces productions, que ce soit des vidéos ou des podcasts, puissent être utilisées dans des événements comme celui-ci ou par C'est ma vie, par le GAMS. On est vraiment contents parce que c'était vraiment notre volonté. Notre volonté aussi de mettre du coup en lumière ces histoires parce que tout le monde se construit à travers des histoires. Et à travers les histoires, on touche directement à l'émotion et donc ça a une grande force de sensibilisation. Et c'est vraiment notre volonté de vouloir sensibiliser les gens autour de ces questions qui ne sont pas souvent mises en lumière. Qui sont très peu mises en lumière. Et donc, c'est important pour nous de mettre de l'importance sur ces histoires et de les mettre en lumière. Et du coup, on est ravis et je suis ravi de pouvoir assister aujourd'hui à cet événement. Voilà en gros un peu ce que c'était l'atelier et voilà. C'est clair. Merci Maxence pour l'explication. Merci beaucoup. Et là, je pense qu'on va passer à la première vidéo. La première vidéo qu'on va regarder. Et comme je l'ai dit au début, donc on regarde la vidéo jusqu'à la fin. On attend à la fin, on pose des questions. Et les questions, on les écrit. Après, on met la personne concernée. Allez, chaque vidéo, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui interviennent. Donc, du coup, à chaque fois qu'on regarde les vidéos, quand on a des questions, on note les questions, on attend. Et les questions, vous les mettez dans le chat, comme ça, quand la vidéo est finie, la personne qui intervient, et puis nous, on pose des questions, et puis la personne va répondre. Ça va? Donc, comme ça, je vous laisse regarder la première vidéo. La souffrance pour la femme, on est né pour la souffrance. La violence que j'ai prise. Oui, vous avez pris une violence. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous pensez à quelque chose? Pour la violence, oui, ça me dit beaucoup de choses. Chez nous, en Afrique, les femmes sont beaucoup violentées. Il y a des choses qu'on organise, on te fait initier à beaucoup de choses, beaucoup de petites souffrances. Après, maintenant, à un certain âge, on fait l'excision. Et ça aussi, ça fait très, très mal. On ne se rend pas compte de la gravité. Moi, en fait, c'est ici que je suis la gravité de l'excision, franchement. Parce qu'au pays, avec les enfants qui ne sont pas excisés, tu as honte devant tes camarades, quoi. Des fois, on garde les filles jusqu'à ce qu'elles soient grandes, connaître les corps, pour sentir les vraies douleurs. Toi, on te coupe là, et puis avec cette plaie-là, tu vas partir chez ton mari. Donc, on fait ça juste aussi pour faire le plaisir au mari. Maintenant, après, le mariage aussi est là. On te choisit un monsieur que toi, tu ne connais pas. Il y a d'autres même qui font, c'est le jour du mariage qui se voient avec leur mari. Pendant le mariage, quand tu vois que la femme doit être soumise, il faut respecter ton mari. Et tout ce qu'il va te dire, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter parce que tu es femme. Donc, tous les problèmes, on dit parce que tu es femme, parce que tu es femme. Ils prennent les femmes comme un esclave. Ils vont te maltraiter d'une façon. On te traumatise à l'enfance. Maintenant, même si tu es devenu maintenant vieille, tu es traumatisé. Une femme, tu ne peux pas prendre juste une maison toute seule vivre parce que ça donne des mauvaises réputations. Une femme qui vit toute seule, même les mariages, tu ne peux pas en avoir. Les hommes ont peur de toi, ils vont dire que tu es une pute. La femme ne doit pas s'habiller comme n'importe comment, quoi. Donc la religion demande de couvrir normalement tout le corps de la femme. On se sent libre pour le moment parce que tu peux porter tout ce que tu veux, mais toujours, vous savez, c'est incarné dans la tête.
Les parents ne sont plus avec nous, mais on a grandi avec ça. Donc, on se dit toujours que ce n'est pas bon. La femme est faite pour les douleurs, en fait. Donc, tout ce qui fait mal, là, c'est la femme. Moi, je sais que ce n'est pas notre coutume. Parce que moi, je suis accoucheuse. Moi, je suis accoucheuse, je connais en Afrique la conséquence d'incision. Je connais. Les femmes accouchent avec moi, les brémies, avec le mariage précoce, 15 ans, 13 ans. Tout est une affaire, diriger l'accouchement. Par fini, tu prépares la femme direct au bloc parce qu'elle est gamine. Non seulement c'est le mariage précoce, le clitoris aussi est coupé. Tu sais ce que ça fait, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de contraction. À un moment donné, quand j'ai eu les enfants à côté de moi, j'étais vraiment heureuse. Je sais que je suis devenue une femme, que je peux faire beaucoup. Et chez nous aussi, il y a quelque chose. Parler comme ça, nous, on n'est pas habitués. Parce que quand tu es violenté, que tu en parles, tu peux trouver une solution. Mais si tu n'oses pas en parler, ça va rester en toi. C'est pourquoi la femme qui est arrogante, qui fait des choses, peut-être ses enfants aussi vont élever. Parce qu'au moins, leur maman, tout ce qu'elle a, le cœur comme qui n'est pas bon, elle n'aime pas, elle dit, à cœur ouvert. Moi, j'aime ça. Il faut être catégorique, parfois. Allô, vous me recevez? Ah, ça va, c'est bon. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous pouvez les écrire. Hein. Donc, du coup, c'est pas... Il ne faut pas forcément à chaque vidéo que vous avez des questions, il faut le mettre dans le chat. Donc, nous, on va reprendre tout ça et puis on va poser des questions. Sur ça, sur cette vidéo, on a François qui est gynécologue chez GAMS qui va nous répondre sur des questions sur cette première vidéo. Donc, si vous avez vos questions, vous pouvez les écrire. Comme ça, elle répond directement, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on va regarder la deuxième vidéo. Et puis, après ça aussi, vous notez, hein, comme je l'ai dit, vous notez toutes vos questions. Je me permets juste d'intervenir. On va d'abord avoir l'intervention de Françoise Leroux. Je vais mettre ma caméra. Oui. Donc, avant de regarder la deuxième vidéo, on va avoir Françoise Leroux, qui est psychologue à C'est ma vie, qui va intervenir par rapport à cette vidéo et réagir. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les dans le chat. Et on prévoit un moment question-réponse à la fin, où on partagera du coup ensemble avec les intervenants et avec vos questions, on aura toutes les réactions. Ça va? Ben, je te donne la parole. C'est bon, hein? C'est bon, tu as tout dit. Donc, du coup, on va laisser François. Allez, je ne l'ai pas encore Bonjour. dit. Bonjour Fatoumata, bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Merci pour votre invitation. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Si le micro fonctionne bien. Okay. Oui. Super. Donc voilà, moi je travaille à C'est ma vie avec du coup je vois que mon collier est mal mis, alors je me remets bien, avec Martin Caillé qui est gynécologue qu'on va voir tout à l'heure, avec Fabienne Richard qui travaille comme sage-femme, qui travaille au GAMS aussi, qui est directrice et qui est dans notre équipe, avec Sandrine Van der Hoeven, la sexologue, et Sandrine Bélanger, une autre psychologue. Merci de m'avoir invité à prendre la parole ici. S'il y a des questions spécifiques, n'hésitez pas à effectivement les poser. Moi, en voyant cette vidéo, je l'ai regardée il y a quelques jours, et effectivement, je trouvais aussi que la force des mots et que le courage de Fatoumata et de Keïta dans la manière dont elle s'exprimait, je retrouvais là-dedans ce que je retrouve dans la majorité des manières de s'exprimer, des témoignages des femmes que je rencontre à C'est ma vie.
il y a comme ça une très grande force et une puissance dans ce qu'elles racontent et dans la manière de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu et sur tout le chemin qu'elles ont parcouru depuis leur enfance, depuis leur excision, jusqu'à là où elles sont aujourd'hui quand elles arrivent à C'est ma vie et quand on fait leur rencontre. Alors, peut-être juste expliquer le contexte dans lequel moi je rencontre ces femmes, c'est à la suite d'une première rencontre avec le gynécologue et la sage-femme par rapport en général à une demande d'intervention chirurgicale et par rapport à l'excision et une demande de reconstruction du clitoris. Et nous, dans l'équipe, ce qu'on leur propose, alors à ce moment-là, c'est de venir rencontrer la sexologue et moi-même de façon obligatoire. Il y a un premier rendez-vous. Et puis nous, quand on les rencontre, par la suite, on discute en réunion pluridisciplinaire, on fait un peu une concertation ensemble par rapport à leurs demandes. Mais en fait, on a, nous, vraiment la volonté de proposer un accompagnement en parallèle de cette demande chirurgicale, un accompagnement par la parole pour travailler des questions liées à la sexualité et aussi au bien-être psychologique et de visiter une partie de l'histoire, mais aussi de voir comment aujourd'hui, toute l'histoire de chacune des femmes que je rencontre, de voir comment aujourd'hui cette histoire, elle se vit, elle s'articule avec son quotidien, elle peut se déposer, elle peut être partagée avec d'autres. Alors, j'utilise des mots de psy, je me rends compte, mais déposer, ça veut dire comment est-ce que elle se sent légitime dans ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'offrir cet espace de parole et de discussion. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment mis en place un dispositif où Sandrine, la sexologue, et moi, on reçoit au premier entretien ensemble les femmes qui viennent à C'est ma vie, parce que comme ça, on explique bien chacune la spécificité de nos interventions. Et puis, ça permet de ne pas demander de raconter l'histoire, la raison pour laquelle on est là, qui en général est déjà quelque chose qui a été raconté plusieurs fois et qui n'est pas toujours facile à nommer. On trouve aussi que ça permet un climat dans l'entretien qui est quelque chose de chaleureux, quelque chose d'accueillant et qui nous correspond bien. Et puis, ce qu'on va pouvoir travailler sont des choses différentes par la suite. Et donc, c'est pour ça que les entretiens suivants sont séparés. Et sur le plan psy, je dirais que ce qui est le plus important et ce qui est la base du travail que moi, j'effectue avec les femmes que je rencontre, c'est effectivement de dire, voilà, vous êtes venu avec une demande particulière. Souvent, la porte d'entrée, c'est on m'a enlevé un morceau de moi, j'ai envie de le récupérer. Et dans le travail qu'on peut faire ensemble, c'est la question de la légitimité de cette démarche, est-ce que c'est la seule solution pour se sentir complète de faire une intervention chirurgicale? Est-ce que chacune des femmes que je rencontre, est-ce qu'elle mesure à quel point elle a un trajet de vie qui est avec plein de courage, avec beaucoup de résilience? Est-ce qu'elle se rend compte de comment elle peut faire exister sa réalité, son expérience passée, y compris le trauma consécutif à l'excision, mais pas que, la migration aussi, peut-être des difficultés de couple, être éloigné de sa famille d'origine. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on doit articuler avec le contexte de vie dans lequel les femmes sont aujourd'hui ici en Belgique, qui n'est pas leur pays d'origine. Elles ne sont pas toujours dans des bonnes conditions de vie. Donc ça aussi, en tout cas chez moi, on travaille ça parce que si on n'est pas en sécurité, si on ne se sent pas... la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité physique, c'est aussi le sentiment d'avoir sa place, c'est le sentiment d'avoir le droit d'être là où on est. C'est difficile. Alors après, si on n'a pas ça, c'est difficile de se déposer vraiment et d'exister. Donc, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de travail d'information, de reformulation, de mise en perspective des visions qu'on a, on voit dans le film, on voit qu'il y a toute une série
de concepts et d'idées qu'on a essayé de mettre dans la tête des femmes et qu'on se permet de questionner, nous, en disant, OK, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quel chemin vous avez fait par rapport à ça? Et tout ça, petit à petit, se construit avec aussi le travail sexo et les expériences en dehors des entretiens. Et voilà, la majorité des femmes qu'on accompagne, je trouve qu'elles peuvent acquérir une forme de fierté de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont construit, et qui va compenser aussi cette impression qu'il y a un morceau d'elle qui n'existe pas, et parce qu'on arrive à valoriser tout ce qui a été construit et mis en place par ailleurs. Voilà, ça c'est en résumé ce qu'on fait dans le travail psy à C'est ma vie, quand on questionne un peu l'histoire et qu'on s'autorise à dire que le chemin parcouru, c'est vraiment un chemin extraordinaire et dont chaque femme peut être fière. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, des questions qui sont... Oui, François, il y aura des questions, mais après, à la fin, en fait. D'accord. Donc, les questions vont venir et puis après la troisième vidéo. Donc, voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Donc, du coup, les questions, comme je l'ai dit au début, ça viendra qu'à la fin. Ça va? On ne va pas louper. Hein. On va donner des questions très, très fortes. Ça va. Donc, du coup, on va passer à la deuxième vidéo. Pour moi, c'est comme ça. Il y a l'excision chez nous, mais qu'est-ce qu'ils enlèvent exactement? On n'a pas vraiment cette information, on ne sait pas, mais on sait que c'est la partie intime qu'on doit enlever. Donc, la partie immergée, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas, elle est à peu près comme ça, comme ceci. Et alors, la partie émergée est là, comme un petit bouton, comme ceci. Eh bien, ça, chez moi, c'est ça que l'exciseuse vient couper. Voilà. On dit que le clitoris, il continuerait à grandir, alors il serait tellement grand que la vulve serait moche, quoi, parce que ça déborderait de partout et ce serait impossible d'avoir des relations sexuelles. Genre, la femme et l'homme, c'est pas pareil. Elle ne doit pas se promener avec une queue entre ses jambes, donc parce que c'est considéré comme une queue, parce que c'est quelque chose qui pousse entre les jambes de la femme. Il n'y a que l'homme qui a le droit d'avoir une queue et la femme pas. On nous disait que oui, les filles qui ont le clitoris, elles ont déjà un caractère de garçon. Elles sentaient le garçon en plus. On nous disait qu'elles puaient l'odeur de garçon. On appelle ça chez nous bilakoro. Quand on dit à quelqu'un que quitte ici bilakoro, ça veut dire tu n'es pas excisé ou tu n'es pas circoncis. Et c'est vraiment très péjoratif parce que ça englobe tout plein de termes qui sont négatifs, quoi. J'ai déjà entendu des gens dire qu'une fille qui a encore ses clitoris est considérée comme étant pas propre. Et par ailleurs, il y a même des hommes, je crois, qui ne veulent pas sortir avec ces filles-là. Parce que dans la tête, on nous dit qu'elles sont sales. Une femme qui n'est pas excisée, c'est une femme qui aura facilité à coucher avec les hommes au hasard. Et donc, pour eux, c'est plus pour limiter le vagabondage sexuel, je vais dire. Il y a le fait aussi qu'on disait que les filles qui avaient un clitoris n'étaient pas fécondes, qu'il fallait couper le clitoris pour accentuer la fécondité des jeunes filles. J'ai eu un témoignage d'une cousine qui me disait qu'il y a une dame qui n'était pas du Burkina Faso qui a été mariée au village chez nous. Et, elle n'était pas excisée jusqu'à mariage. Après, elle était enceinte, elle est partie pour accoucher. Et les sages-femmes qui étaient censées connaître la loi et connaître ce que c'est que tout le clitoris et tout ce qui va avec, ils l'ont déconseillé d'accoucher avec le clitoris. Donc, il fallait qu'elle se fasse exciser avant d'accoucher.
En Guinée, je n'avais aucune idée. Tout ce que je voyais par rapport à l'excision, c'était simplement la fête. On mange bien. Je ne savais pas la souffrance qui existait derrière. Pour nous, ce qui était en tout cas mis en exergue, c'était que les clitoris, c'était plutôt, il fallait l'enlever pour maîtriser les femmes. En Guinée, souvent, il y a aussi ces croyances religieuses qui fait qu'on pratique l'excision. Mais pas que, il y a d'autres choses aussi, culturelles, parce qu'on a des mythes aussi qui existent derrière, tu vois. Donc là, la religion vient s'associer à ces choses-là qui ne fait qu'exacerber, tu vois. Mais aujourd'hui, je crois que les gens excisent les enfants pour faire partie du groupe. En fait, c'est parce que si tu n'es pas excisé, alors tu es exclu. Tu ne peux pas te marier. Presque toutes les filles qui sont excisées ne veulent plus jouer avec toi. Et puis, les parents sont stigmatisés aussi s'ils n'excisent pas leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui n'excisent pas leurs enfants, mais qui ne l'admettent pas, qui font toute une histoire, qui font la cérémonie, parce qu'en général, c'est autour d'une cérémonie, d'un rituel. Alors, ils font la cérémonie comme si leur fille avait été excisée. Même la fille, on peut lui faire croire, en la blessant quelque part entre les jambes, on peut lui faire croire que ça, c'est l'excision, pour ne pas qu'elle aille raconter à ses copines, moi, on m'a juste fait semblant, quoi. Un message que j'aurais voulu faire passer, c'est vraiment ouvrir les yeux aux gens qui font ça. La loi, elle sert à faire peur pour se dire, ouais, j'ai pas envie de me mettre dans des problèmes, je veux pas faire l'excision, je veux pas envie de me trouver en prison. Mais pourquoi il faut pas pratiquer? Ça, ils doivent... Qu'est-ce qu'il a dit pour la cuisine? Et je pense une fois qu'ils seront compris, combien? La loi, elle va pas s'appliquer. C'est combien? Ouais, il faut pas. Voilà. Et j'espère que ça va s'arrêter un jour. Totalement. Pas en cachette. Bon, après la vidéo, on va laisser la parole à Martin, le gynécologue de Segams, pour intervenir par rapport à la vidéo. Avant de continuer sur l'autre, on a là Martin et Awa qui sont là. Si vous êtes là, Martin, on vous écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, merci pour ces super travaux. Donc très intéressant, hein, cette vidéo aussi qui parle des mythes et donc en grande partie aussi des justifications. Hein. On se pose toujours la question, comment de telles pratiques ont-elles pu se pérenniser comme ça depuis des millénaires alors que ça fait tant de mal aux gens. Et donc, une bonne partie des réponses ont été exprimées par les témoins. Donc, il y a évidemment cette pression sociale qui est systématiquement mise en avant. Donc, être comme tout le monde, évidemment, comme dans toutes les sociétés, c'est extrêmement important. Je relève une phrase très importante qui a été prononcée par le témoin masculin, qui est le fait que les mutilations génitales féminines ont pour but de maîtriser les femmes. Oui, effectivement, quelles que soient les croyances et les mythes qui sont associés au fait qu'on porte atteinte à l'intégrité des organes génitaux féminins, il ne faut jamais oublier que le but de tout ça, c'est avant tout de contrôler la sexualité féminine et, au travers de cela, de contrôler les femmes. Et donc, on a beau dire que c'est une pratique qui est réalisée pour les femmes, par les femmes, entre femmes, et que les hommes ne s'en mêlent pas, c'est évidemment tout à fait faux, puisque, a priori, les femmes, elles n'ont aucun intérêt à se faire du mal elles-mêmes et à maîtriser leur sexualité ou à ce qu'elles soient contrôlées dans la société. C'est évidemment au profit des hommes, il ne faut jamais l'oublier, je pense que c'est fondamental. Concernant les mythes et croyances, c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de fausses croyances que les patients nous amènent à la consultation. Très fréquemment, donc la plupart des patientes qu'on reçoit sont des patientes qui viennent nous voir parce qu'elles ont le souhait de bénéficier de la reconstruction du clitoris. Et dans le chef de nos patientes, cette reconstruction du clitoris va vraiment être une solution ultime à toutes leurs difficultés ou à beaucoup de difficultés qui sont en relation avec leur vie de femme et notamment la sexualité. Il faut savoir que cette opération de reconstruction du clitoris, c'est une opération qui est relativement facile à faire et qui va consister, comme ça a été très bien montré
dans la vidéo avec la plasticine, qui va consister à utiliser une partie immergée de l'iceberg / du clitoris. Cette partie, c'est la partie centrale, là où les deux branches du fer à cheval se rejoignent. Cette partie qui est toujours présente, on va l'utiliser, la décoller du pubis et l'accrocher, la fixer à l'extérieur afin de reconstituer quelque chose à l'extérieur du corps, mais qui sera sans relation esthétique avec, ou physiologique et esthétique avec un clitoris intact. Je veux dire par là que le nouveau clitoris, il ne sera pas exactement au même endroit, il sera plus bas, il n'aura pas la même taille, il n'aura pas la même couleur. Donc, c'est vraiment une opération qui a toute son importance dans le cadre de demandes de personnes qui souhaitent recouvrer une intégrité physique, qui peuvent s'avérer honteuses ou complexées ou fâchées ou frustrées ou déçues par le fait qu'on ait enlevé cette partie de leur corps sans leur consentement. On a beaucoup de patientes, la majorité d'entre elles, qui viennent nous voir parce qu'elles n'ont pas ou peu de désir sexuel, elles n'ont pas ou peu de plaisir sexuel et elles pensent vraiment que cette chirurgie, comme on peut reconstruire un sein après une opération de cancer du sein, par exemple, qu'on va pouvoir à la fois mimer le clitoris qui a disparu et à la fois régler en un coup tous les problèmes liés au plaisir ou au désir. D'après nous, ce n'est pas du tout le cas. Je vous donne donc, et ces croyances, elles sont basées à la fois au mythe chirurgical qui est bien entretenu, savamment entretenu par des gens qui gagnent beaucoup de sous en faisant ces opérations, et aussi parce que rien de tel que de pouvoir rêver à une solution comme ça extrêmement simple. Le problème qui se pose, et Françoise l'a bien dit, c'est que nos patientes, elles sont au départ le plus souvent victimes de plusieurs traumas. Le plus souvent, elles ont subi des violences en étant enfants, elles ont été mariées précocement, elles ont été violées dans le cadre de mariages non consentis, elles ont parfois été également agressées sexuellement dans le cadre de leur migration, elles ont parfois subi des violences intrafamiliales tout à fait classiques, pas forcément sexuelles. Et par ailleurs, ce qu'elles partagent pour la très grande majorité d'entre elles, c'est aussi le tabou de tout ce qui concerne la génitalité, de tout ce qui concerne à la fois toutes les histoires de filles, que ce soit les règles, évidemment, les pertes vaginales, tout ce qui a un rapport avec la génitalité et la sexualité est complètement tabou. Et donc, si on prend dans ce vase à cocktail tous ces ingrédients délétères, évidemment, c'est difficile. Toutes ne parviennent pas à s'en tirer sur le plan sexuel, loin s'en faut, et de manière subséquente, une partie d'entre elles ne va pas voir sa sexualité, une partie d'entre elles ne vont pas voir leur sexualité s'améliorer avec une simple opération chirurgicale. Elles imaginent souvent que les femmes blanches, ou en tous les cas les femmes intactes, ont par exemple, ce que j'entends chaque semaine, c'est « je voudrais avoir un nouveau clitoris pour avoir envie de faire l'amour tous les jours ou plusieurs fois par jour, comme toutes les blanches ou comme toutes les femmes intactes. Je voudrais avoir à nouveau mon clitoris parce que là, mon mari qui n'est pas sympa, qui me tire la tronche, qui ne m'adresse jamais la parole, à part quand il veut avoir des relations sexuelles, je voudrais avoir un clitoris, comme ça j'aurais envie de faire l'amour avec lui. » Et donc, il y a vraiment une forme de méconnaissance et d'une grande naïveté par rapport au fonctionnement de la sexualité, par rapport au fonctionnement du désir, etc., etc. Et donc, cette prise en charge multidisciplinaire, elle n'est pas chirurgicale en première intention, elle sert vraiment aussi à briser les mythes, à informer les personnes de leurs compétences, souvent les rassurer par rapport au fait que la grande partie de leur clitoris est encore présent, qui fonctionne a priori très bien, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses à régler et à apprendre avant de voir une amélioration de leur vie sexuelle. Et notamment, évidemment, ça passe par l'éducation du conjoint. Si on n'a pas la possibilité de procéder à l'information et à l'éducation du conjoint, soit au travers de la patiente, soit en direct avec le conjoint, alors on se retrouve devant véritablement une impasse thérapeutique pour ces patientes-là qui, sans un conjoint collaborant, peuvent avoir du mal à progresser, en tous les cas à progresser au sein d'un couple, évidemment. Parce que le plus souvent, elles font énormément de progrès toutes seules grâce aux conseils avisés, aux explications de notre sexologue Sandrine. Donc vraiment, très important de retenir ça, la chirurgie n'est pas la reconstruction pour nous. La reconstruction, c'est être capable d'affronter les souvenirs difficiles,
de les prendre en charge, de progresser au niveau de l'empowerment, de la puissance qu'on peut avoir, en essayant de ne pas repasser par la lame du chirurgien, parce que cette opération a beau être facile, on met 3 mois à s'en remettre, ça peut faire extrêmement mal et ça reste une agression physique importante et donc et notamment très très douloureuse. Et donc, si on peut s'en passer, eh ben, c'est un plus. Voilà, voilà. OK, merci Martin. On va passer à la 3e vidéo avant de passer aux questions. Donc, la 3e vidéo... juste avant la 3e vidéo, on va laisser la parole à Awa quand même. Awa, oh, excuse-moi, Awa. Tu es très pressée par les vidéos, Fatoumata. Excuse-moi, Awa, je suis dans mes vidéos, en fait. Je suis désolée. On va laisser la parole à Awa qui va aussi nous dire... Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les femmes qui m'écoutent et qui m'entendent. Bonjour aussi également aux hommes. Mon témoignage, au fait, débute en 2005. Je vais le débuter en 2005 parce que c'est ça mon fil conducteur, au fait. C'était lors de ma grossesse. J'avais quand même quelques questionnements, la peur, au fait, de l'accouchement liée à mon excision. Donc, j'ai eu contact pour la première fois avec le GAMS à ce moment-là. Et par la suite, voilà, les choses, plus ou moins 2 ans après, j'avais quand même j'avais besoin, au fait, de me reconstruire. J'avais l'envie, j'avais ce besoin de me reconstruire, d'avoir ce clitoris qu'on m'avait si lâchement volé. C'était, voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Caillé pour la première fois. Et à l'époque, c'est bien vrai que l'intervention ne se faisait pas en Belgique. Donc, il a été d'une grande aide pour moi. Il m'a accompagnée administrativement pour cette reconstruction, pour cette envie de me reconstruire, d'avoir mon clitoris, de cette intégrité, au fait, physique que j'avais besoin. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas été, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que la mutuelle a refusé de prendre en charge, au fait, l'intervention. Et j'ai été orientée vers un hôpital à Gand, soi-disant qui pratiquait l'intervention chirurgicale, la reconstruction du clitoris. Mais ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. J'ai vécu ce rencontre, mon dernier espoir, comme un double traumatisme. J'étais déjà traumatisée à l'époque. J'étais dans une relation très difficile. Comme le docteur Caillé le disait, c'est tout un ensemble. C'est pas juste une petite part. C'est pas que le clitoris qui fait les choses, mais c'est juste le contexte dans lequel on vit. Et à ce moment-là, moi, j'étais dans une relation très toxique. Et pour moi, pouvoir être heureuse, je vivais seule ici en Belgique. Je n'avais personne, ni famille, ni frère, ni sœur, ni père, ni mère. Alors, je me suis retrouvée toute seule. Et pour moi, dans cette relation-là, j'avais vraiment besoin de ce clitoris pour pouvoir m'épanouir sexuellement, m'épanouir dans ma vie de femme. Et cette rencontre, voilà, elle a été déshumanisée, elle a été horrible, elle a provoqué un traumatisme profond en moi, un double traumatisme, comme je viens de le dire. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment une descente aux enfers. Comme je vous le dis, je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas vraiment assez de temps non plus. Mais une vraie descente aux enfers. Et j'en ai voulu au monde entier. J'en ai voulu à mes parents, oui, qui m'ont fait subir cette violence, au fait, et que je me retrouvais ici et je n'avais personne et je devais, moi, m'en sortir toute seule. Et oui, j'ai pensé au pire, j'ai pensé à terminer, j'ai pensé à mourir. C'était
mon seul échappatoire, au fait. Mais j'avais une petite fille à l'époque. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et quelques semaines après, 2 semaines après, le docteur Kaye m'a recontacté. Je suppose qu'il a dû oublier, mais il m'a recontacté et il m'a invité à l'ouverture, au fait, de la clinique du Périnée à l'époque. Et franchement, cette invitation, c'était comme un souffle d'air, au fait. C'était une main tendue, pouvoir expliquer, pouvoir parler autour de personnes de ce que j'avais vécu, de la douleur. Il avait, au fait, je n'ai qu'une phrase, au fait, pour résumer. Il avait remis de la couleur dans ma vie, au fait. Et faut respirer, Awa. Alors, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter, de pouvoir partager mon expérience. Mais il y a eu une coupure par après parce qu'il fallait que je me reconstruise. Il fallait que je dépasse tout ça. Le besoin de clitoris était là. Mais il fallait dépasser tout ça. Et comment le dépasser? Je me suis dit que plus jamais, je vais me victimiser. Plus jamais, je me ferai humilier. Je m'en sortirai toute seule. Je me battrai moins. Je n'ai pas de clitoris, mais je pourrais retrouver ce plaisir qu'on m'a volé. Et alors là, j'ai commencé à me documenter. Désolée, hein, je suis émue parce que toutes les vidéos et la préparation, ça fait remonter beaucoup de choses. C'est pas grave, Awa. C'est pas grave, c'est normal. C'est pas grave. J'ai commencé à me documenter. Sans clitoris, est-ce que tu pourras avoir un orgasme? Oui, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai commandé pour la première fois mon godemiché via 3 Suisses. À l'époque, je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent, mais je pouvais le payer en 3 fois. Donc, je l'ai commandé. Et l'anecdote, c'est que j'ai un voisin qui l'a réceptionné, qui avait signé à mon nom. Et j'étais tellement outrée que quand j'ai téléphoné à 3 Suisses, j'ai demandé à ce que on me renvoie mon sextoys. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça et j'ai commencé à chercher mon propre plaisir. Et je l'ai découvert. Je l'ai découvert grâce à toute cette persévérance, grâce au fait qu'il était hors de question que je ne connaisse pas de plaisir. Comment? Ça devait être une revanche, au fait, pour moi. Je devais le rencontrer. Et je l'ai rencontré, malgré que je n'avais pas de clitoris. Par la suite, dans mes recherches, j'ai découvert que le centre C'est ma vie avait été créé par le docteur Kaye. Bien évidemment, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec lui. Et j'ai été discuter et j'ai commencé une première fois, on avait des projets, mon époux et moi, donc on l'avait mis en stand-by. Et je l'ai recontacté et j'ai rencontré j'ai rencontré la psychologue une fois
J'ai rencontré Sandrine, la sexologue, avec qui on a des suivis. On a une très belle relation qui m'accompagne aujourd'hui, avec qui, voilà. Donc, mon premier rendez-vous avec Sandrine, j'avais dit à mon mari, mais oui, qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien m'apporter, Sandrine? J'ai tellement de gadgets. J'avais fait tellement l'amour à mon corps moi-même. Je connaissais mon corps. Et qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Mais après le rendez-vous, oui, elle m'apporte. Elle m'a apporté. Grâce à elle, récemment, on a découvert et j'ai pu l'expérimenter que même avec ma cicatrice, je pouvais avoir un orgasme et que, ouais, je pouvais avoir un orgasme juste en touchant, en me faisant plaisir. Le peu comme le docteur Kaye disait, il y a ce clitoris qui est toujours en dessous de cette cicatrice. Oui, j'ai pu obtenir un plaisir et grâce à Sandrine, grâce à son aide, grâce à son écoute, grâce au fait que voilà, à chaque fois, on programme des exercices, on voit ensemble où est-ce que elle m'accompagne, voilà, elle m'accompagne dans cette quête. Et même si j'avais eu un orgasme avant, même si je l'avais expérimenté toute seule, Sandrine m'aide énormément, oui. Et je voulais juste terminer au fait, il y a tellement de choses, mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je voulais juste dire merci au fait au docteur Kaye, merci pour tout ce qu'il fait, merci pour son travail, merci pour la main tendue. Il n'imagine pas à quel point il a été un impact positif dans ma vie. Il ne peut pas l'imaginer. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans d'autres circonstances, dans d'autres cadres, mais je n'ai jamais pu le remercier. Il m'a vraiment sauvée. Et ce qu'il continue à faire, le temps qu'il donne, quand tu arrives chez lui, dans son bureau, la phrase que qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Nikiema, et le fait que tu as cette impression qu'il a le temps, au fait, il a tout le temps pour toi, même si on sait qu'il n'a pas assez de temps. Et oui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai jamais pu vous dire merci, mais cet accompagnement a changé énormément ma vie. Cette main tendue a changé ma vie. C'est vrai, on n'a pas besoin de clitoris. Le clitoris n'est pas tout. Et c'est vrai, comme Françoise le disait, on arrive ici, on a d'autres problèmes, on vit d'autres traumas aussi. Je n'ai pas été excisée qu'une fois, j'ai été excisée que quatre fois dans ma vie, et je le savais, je l'ai ressenti, bébé, mais les 3 dernières fois, je l'ai ressenti. Alors oui, c'était une vraie douleur et un traumatisme, mais il y avait aussi le fait de vivre seule dans un pays que je ne connaissais pas, d'être dans une relation qui a été, peut dire, la pire relation de ma vie, où j'ai subi énormément de violence, où pour moi, le clitoris, c'était l'ultime, le summum qui allait m'aider à m'en sortir. Alors oui, merci pour tout ça. Oui, et c'est ce que je voulais partager avec vous. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps pour le faire. Et, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et merci à C'est ma vie d'exister. Et toi, Awa, merci d'exister. Franchement, merci d'exister. Merci de ce que tu viens de faire. Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire, en fait. Merci d'avoir partagé ça avec nous parce que, allez, je pense que tu l'as ressenti sur le visage de tout chacun de nous qui a, franchement, j'ai envie de pleurer rien que de t'écouter. Tandis que chaque personne ici qui a subi cette situation a son histoire. Donc, du coup, avoir le courage de faire ce que tu viens de faire, franchement, n'a pas été ce que tu viens de faire. Merci à toi, Awa. Merci, franchement. Et allez, je ne sais pas d'où tu prends ta force, mais franchement, j'ai pas de mots.
J'ai pas de mots, franchement. J'ai pas de mots. Et je suis pas la seule, je pense. On est fiers de ce que tu es, on est fiers de toi et on est fiers de ce que tu viens de faire. OK? Et la vie continue. La force que tu as en toi, il faut jamais abandonner. Comme tu viens de le dire, il faut jamais abandonner. Donc, voilà. Je voulais juste te dire ça. Et merci, merci à Martin aussi. Et c'est vrai, ce que tu viens de dire sur lui. Allez, il n'a pas assez de temps, mais il donne quand même le temps. Voilà. Donc, je voulais juste vous remercier avant de passer à la troisième vidéo. Et franchement, j'ai pas envie de pleurer, hein, mais tu me donnes envie quand même. C'est pas parce que je suis triste, c'est parce que je suis contente d'entendre ce que tu viens de dire. Parce que, allez. Merci. Trop contente de t'avoir écouté. Voilà. Donc, du coup, on va passer à la troisième et dernière vidéo qui dit que ça a déjà commencé. C'est pas celle-là. J'aurais aimé vraiment que mes parents m'aient parlé de l'excision, m'aient parlé du mariage forcé, etc., du gavage. Donc, c'est en grandissant à l'école que, voilà, que j'ai commencé à apprendre cela. Si ma mère m'avait parlé de ça, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Je m'appelle Marlie Barin. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je me nomme So Fatimetou. Je suis maman de 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. Je suis Yacine, mère de 2 enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 6 ans. Vos enfants savent-ils ce qui est l'excision? Est-il important d'en parler? Pourquoi? Comment? Bien sûr, ma fille sait exactement ce qu'est l'excision, parce qu'on a parlé de ça, parce qu'on est en Belgique. Je suis là pour la protéger. Donc, je vais me répéter encore, on a laissé tout derrière pour venir ici, tu vois. Donc, oui, elle sait ce qu'est l'excision et chaque année, elle va voir un médecin pour voir si, tu vois, elle n'est pas excisée. Ah oui. Donc, le médecin, la première fois qu'elle voit la gynéco, donc elle lui a posé la question à savoir, tu sais ce qu'est l'excision? Il a dit oui, je sais ce qu'est l'excision. Comment tu as su? Ma maman me parle de l'excision, je sais pourquoi je suis là. Oui. Donc voilà. Ah, elle comprend parfaitement, elle a 13 ans, et elle comprend ce qu'est l'excision. Voilà. Moi, comme j'ai une petite fille, pour le moment, non. Elle n'a que 4 ans, 6 mois, donc pour le moment, non, je n'ai pas en parlé. C'est juste que ça m'arrive, je lui dis, il faut, parce que moi, pour le sexe, je lui dis, j'ai donné un nom spécifique. Je lui dis le poupout, donc je lui dis, quand quelqu'un touche ton poupou, il faut me le dire, il ne faut pas avoir peur de me le dire. Mais quand tu me le dis, ce n'est pas parce que je vais te crier ou je vais me fâcher contre toi, c'est juste que je veux le savoir. Mais c'est déjà une façon de parler. Oui, c'est une façon. Aussi de l'éducation sexuelle, sans rentrer dans les détails, selon sa compréhension, tu lui transfères des messages. Quoi. Oui. Pour moi, sans tabou. Tout sort. Ah. Tant que je vois que sa sensibilité n'est pas touchée, j'y vais librement. Avec des mots adaptés aussi à son âge, parce que dire les mots secs d'une certaine façon, ça peut effectivement les choquer, les blesser. Mais j'essaie d'adapter les mots pour sa compréhension. Parce que quelque part, c'est aussi une thérapie de savoir, pour moi, pour ma fille, je pense que c'est une thérapie pour elle de savoir ce que moi j'ai vécu. Si jamais il devait avoir des poids sur elle, qu'elle puisse savoir que voilà, elle n'est pas seule à comprendre et que voilà, parce que moi je partage et j'attends aussi qu'elle, elle puisse partager quand elle veut. À la naissance de Sarah, quand je l'ai prise dans mes bras, je me suis rappelée de tout ça, tout s'est réveillé. Je me suis même posé cette question, pourquoi moi? Pourquoi j'ai une fille? Alors que j'avais tant rêvé d'avoir des filles, mais j'avais peur de ne pas avoir
la force pour pouvoir les défendre, parce que c'est pas facile. Il y a des femmes aujourd'hui en Mauritanie qui ont envie de fuir, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Mais je peux aujourd'hui me permettre de dire que j'ai préparé cette fuite aujourd'hui il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Parce que je m'attendais à ce qu'un jour ou l'autre, on quitte ce pays, parce que je n'aurais jamais accepté qu'on gave, qu'on marie ou qu'on excise ma fille. Mon thé a disparu. Il y avait un vide ici. Après la vidéo, on va écouter Mohamed, si elle est là. Mohamed Nour. Je suis là. Oui, OK. Mohamed, on t'écoute pour l'intervention de cette vidéo. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Je m'appelle Mohamed Nour Foss. Je suis d'origine somalienne. Donc, je viens de la Somalie. Et je travaille au GAMS Belgique. Donc, je suis animatrice communautaire. Moi, je suis venue en Belgique il y a quand même 23 ans. Et j'ai eu 4 enfants qui sont nés ici en Belgique. Donc, j'ai une fille de 20 ans. Qu'elle est intacte. Je suis fière de moi. Parce que quand je suis venue ici en Belgique, j'ai su que l'excision était interdite, que l'excision était très grave pour la santé et que moi-même j'ai subi. Donc, en Somalie, c'est 98%, donc c'est vraiment très élevé et c'est infibulation que j'ai subi. Donc, j'ai dû faire balade d'opération pour être désinfibulée. Et pour parler de ça pour ma fille, qui est née ici, qu'elle ne savait rien de tout ça. Donc, j'ai entendu à l'âge de ses 6 ans, où elle posait beaucoup de questions. Et elle me demandait aussi, parce que chaque année, il y avait un voyage. Donc, tout le monde voyageait chez soi, donc au pays, pour voir la famille, et nous, on restait toujours en Belgique. On restait en Belgique, ou sinon, on allait en Europe, mais sans voir la famille. Donc, elle me posait beaucoup de questions. Où était ma mère? Où était sa mère? Sa grand-mère? Et elle ne savait pas plein de trucs. En fait, quand elle est née à l'âge de 6 ans, mon ex-mari, il a programmé qu'on parte en Somalie et que l'excision, ça se passe en Somalie avec la grande famille. Et pour lui, c'était très important. À cette époque-là, il y avait le Skype, donc il n'y avait pas WhatsApp et tout ça. Donc, et à un moment donné, on avait acheté tous les cadeaux, on avait tout été prêt. Il nous restait juste une semaine pour partir. Et ma belle-mère, à ce moment-là, elle me dit, on a tout préparé, tout est prêt, on vous attend. Moi, j'ai dit, on vous attend à quoi? Et là, elle me dit, l'exciseuse est là, ça va se passer à l'hôpital, tout est prêt, préparez-vous. Et moi, j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas, c'était quelque chose que lui, il avait prévu. Voilà, je dis, OK, maman, on se verra dans une semaine, je bloque, j'appelle la police, donc on part. Donc, ma fille, elle me dit, pourquoi on part dans la maison, pourquoi on quitte? Et ce moment-là, je dis, c'est le moment de lui expliquer pourquoi on ne rentre pas en Somalie. Et petit à petit, j'explique mon parcours, j'explique ce que j'ai subi. Et je le voyais vraiment très choquée, elle pleurait beaucoup, mais avec mes mots vraiment douces pour qu'elle ne soit pas choquée non plus. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire appel à une professionnelle pour qu'elle explique bien les mots justes, parce que ce moment-là, je parlais en français avec ma fille parce que je devais apprendre aussi à bien parler le français. Donc, la langue maternelle, ce n'était pas bien avec moi et elle. Donc, j'ai appelé une assistante sociale qui a expliqué que l'excision était interdite, que l'excision est saine, donc elle a montré plein de trucs. Et depuis, ma fille, elle est restée vraiment accrochée.
Et on a commencé à communiquer, à parler de tout. Elle est devenue ma confidente. Même quand elle a eu ses premières règles, moi, j'étais prête à lui apprendre tout ce que moi, je n'ai pas appris à son âge, à partager tout vraiment qu'une femme pourrait savoir. À un moment donné, je disais, voilà, le jour de tes règles, je veux être là. Quand elle a eu 11-12 ans, je dis, voilà, je lui ai montré comment on va aussi mettre les tampons et tout ça. Donc, j'ai tout expliqué. Et la première fois qu'elle a eu ses règles, elle était partie à l'école, donc elle était en voyage avec l'école. Donc, j'ai loupé aussi cette occasion-là. Mais voilà, j'ai voulu aussi partager ce moment-là avec elle. Vraiment, et chaque fois, quand j'ai essayé de le faire écouter des témoignages des femmes, des filles excisées et tout. Et quand j'ai commencé à travailler au GAMS, donc je lui explique le travail que j'ai fait à travers au GAMS, et elle est fière de moi, vraiment la communication est super bien et elle est là, donc elle me suit, elle m'écoute, elle me pose des questions, elle est triste parce que quand elle voit que j'accompagne des petites filles de son âge pour la désinfibulation, à un moment donné je suis devenue célèbre assez ma vie pour la désinfibulation parce que j'accompagnais des jeunes filles. Et quand je rentrais à la maison, elle me disait, wow, maman, c'était grandiose, je suis fière de toi. Et jusqu'à maintenant, vraiment, moi, je voulais qu'elle profite vraiment toutes les communications possibles, qu'elle sache le parcours où moi je suis passée, que pour elle c'est différent, mais en moi qu'elle comprenne, en moi qu'elle le sait, mon parcours de vie. Et elle dit, maman, pour le futur, je vais devenir gynécologue ou peut-être médecin pour faire la désinfibulation, aider les jeunes filles. Elle m'a même invitée dans son école, donc pour expliquer aussi le type de mutilation génitale féminin qu'on pratique en Somalie. Et elle n'était même pas gênée. C'est elle-même qui me posait des questions. Donc, je dis, waouh, c'est bien, j'ai quand même une fille très forte. Et vraiment, chaque fois, je la remercie beaucoup. Et chaque matin, quand je parle, elle me dit, maman, c'est bien, vas-y, va sauver des petites filles qui ont besoin de toi. C'est dommage que toi, tu as subi. Au moins, les prochains ne vont pas elles vont pas le subir. Donc, voilà. Donc, j'ai dit tout. Fatimata, si tu m'aider. Je suis là, Mohamed, c'est bien. Je suis contente de t'écouter et merci d'être là. Merci pour ce que tu fais. Franchement, merci beaucoup. Et merci de partager la force que tu as avec nous. Merci à vous. Ben, il ne faut pas aller loin parce que moi-même, j'ai des questions pour toi. Hein. J'ai beaucoup de questions pour toi. Il faut rester à côté. Donc, du coup, là, on va passer. Merci à tout le monde d'abord pour commencer. Et voilà, on va, comme prévu au début, on va passer aux questions que vous avez. Donc, pour ça, il y aura Fabien, la directrice du GAMS, qui va être là pour poser des questions. Allez. Je ne sais pas voilà, si je suis là, Fatoumata. Voilà, c'est bien si c'est longtemps, je suis la patronne quand on ne paye pas. Quand on paye, c'est Fabien la patronne. Donc, moi, je suis la patronne numéro 2. Hein. Aujourd'hui, tu es la patronne numéro 1. Oui. Moi, je fais la 2. Mais quand il faut payer, c'est toi qui es la patronne. Je suis de la place, donc il n'y a pas de souci. donc, du coup, on va passer aux questions. Fabien, je te passe la main pour les questions. Voilà, si tu es là. Voilà, merci. Donc, j'ai lu dans le chat et j'ai essayé de rassembler toutes les questions par groupe. Donc, il y en a pour Martin, il y en a pour Françoise et puis il y en a aussi pour Hawaii Fos. Donc, déjà, un grand merci à tout le monde pour vos témoignages super forts. Je pense qu'on avait tous
envie de pleurer, la chair de poule, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de force qui s'est dégagée. Et je suis très fière d'annoncer que Awa, elle va rejoindre le groupe des relais communautaires du GAMS. Donc, avec ça, Awa, ouais, yes, you can. Donc, la formation commence en mars. Et donc là, on va avoir un super, voilà, on sait déjà, on aura une super relais communautaire avec... et tu auras encore plus de temps pour dire tout ce que tu veux. Donc, c'est super que tu sois là. Alors, par rapport aux questions, on va commencer les questions pour Dr Caillet. Il y a beaucoup de questions par rapport aux conséquences de l'excision. Donc, la première question, c'est quelles sont les conséquences de l'excision sur l'accouchement? Alors, les conséquences de l'excision sur l'accouchement, elles sont... relativement bien documentées et elles sont le plus souvent méconnues d'ailleurs, et elles concernent essentiellement la phase finale de l'accouchement. Donc, on sait que pour ce qui est des types 1 et 2, donc les types qui concernent plutôt la partie supérieure de la vulve, clitoris, petite lèvre, on sera plus sur des déchirures périnéales qui peuvent être importantes, liées à la consistance un peu plus fibreuse, indurée que le périnée peut avoir en cas de mutilation génitale. Mais quand il s'agit de mutilation génitale de type 3, donc quand les femmes ont été vraiment cousues, fermées, ça peut être beaucoup plus important et donc il peut se produire ce qu'on appelle des dyscinésies prolongées, donc vraiment un blocage de l'expulsion de la tête fœtale si les gestes adéquats ne sont pas réalisés à ce moment-là. La progression du fœtus et la libération du fœtus peut être différée très très fort, ce qui peut aboutir à la fois à une souffrance fœtale ou à une mort fœtale, mais également à des lésions pelviennes au niveau du pelvis féminin, comme par exemple les fameuses fistules. Donc, quand les tissus ont été comprimés pendant trop longtemps par la tête du fœtus, il peut y avoir une communication qui se fait. Les tissus qui ont été comprimés trop longtemps vont mourir, vont disparaître. Et il peut y avoir une communication qui se produit entre la vessie et le vagin, le rectum et le vagin. Et donc, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur la santé, puisqu'effectivement, ce sont des femmes qui vont à selle et qui urinent en permanence sans pouvoir se retenir par leur vagin. Donc, c'est une des conséquences, effectivement, des mutilations génitales de type 3. Ça peut aussi arriver en dehors de toute mutilation génitale, mais évidemment, le fait d'avoir la vulve cousue, si personne ne fait ce qu'on appelle une épisiotomie pour permettre, ou une désinfibulation au dernier moment pour permettre la libération du fœtus, on peut avoir ce genre de complications-là. Ces brèches périnéales peuvent aussi être compliquées par des hémorragies, évidemment, liées aux blessures périnéales, etc. Merci Martin. Il y avait une deuxième question. Est-ce que le cancer du col peut être dû à l'excision? Serait une conséquence de l'excision? Alors non, pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes gynécologiques qui sont fréquemment, ça fait partie des mythes que l'on rencontre, qui sont fréquemment associés à l'excision. Le cancer du col, il est dû à un virus. Le cancer du col, en réalité, c'est une maladie sexuellement transmissible. Il est lié au virus HPV qui se transmet par les rapports sexuels. Et donc, si on peut en aucun cas attraper un cancer du col en ayant été excisé, tout comme l'excision ne provoque pas de fibrome, l'excision ne provoque pas, en tous les cas, pas directement de troubles du cycle ou de problèmes de cet ordre-là. Voilà. Et est-ce que la frigidité peut être une conséquence de l'excision? C'est venu 2 fois, il y a 2 personnes. Oui, j'ai vu cette question en effet. Et donc, voilà, moi, j'aime pas du tout, je ne suis pas sexologue, mais j'aime pas du tout ce terme frigidité. Je pense on parle plutôt je préfère qu'on parle de difficultés sexuelles, par exemple, un terme un peu moins réducteur. Et donc, oui et non, on a bien vu au travers des explications et des témoignages entendus aujourd'hui que, voilà, d'après moi, les difficultés sexuelles que rencontrent les personnes, et ça concerne l'humanité entière, elles ne viennent jamais de nulle part, elles sont la plupart du temps liées à des questions qui sont à la fois tributaire du vécu de chaque personne, de son expérience individuelle, mais aussi beaucoup de l'éducation et du contexte dans lequel on est élevé. On ne rencontre pas très souvent au SEMAVI des personnes qui ont fait le parcours de Madame Nikiema, c'est-à-dire des personnes résilientes qui se sont battues vraiment pour progresser et arriver à un épanouissement sexuel. Ces personnes, on ne les rencontre pas parce qu'évidemment, elles ne sonnent pas à la porte chez nous pour nous dire
je m'appelle Fatoumata Diallo et je vais très bien. Mais on sait qu'elles existent, évidemment, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Nous, on rencontre les personnes qui ne vont pas bien. Et donc, ces personnes-là, comme on l'a bien expliqué en long et en large, les difficultés sexuelles chez ces personnes-là, elles sont à la fois liées à une agression d'ordre sexuel terrible qu'est l'excision, mais la plupart du temps aussi à un mélange malheureux de traditions, de secrets, de tabous et d'autres violences qu'elles ont également subies. Merci. Et quelles sont les conditions d'admission à CEMAVie? C'était aussi une question. Alors, le CEMAVie est ouvert à tout le monde. Par contre, il y a la prise en charge multidisciplinaire qui comprend à la fois les consultations par la sage-femme, par la psychologue, par la sexologue et également la chirurgie. Pour pouvoir bénéficier de ce package, malheureusement, il faut avoir une mutuelle. Donc, toute cette prise en charge est remboursée par la mutuelle belge. Les personnes concernées bénéficient de 25 tickets qu'elles peuvent utiliser pour 25 séances, 25 consultations chez Fabienne, Sandrine, l'autre Sandrine ou Françoise. Donc, pour tout le suivi paramédical, il y a 25 séances qui sont possibles. L'opération elle-même coûte des tickets, bizarrement, et je crois que de mémoire, c'est 4,81 tickets. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas moi qui ai décidé ça, évidemment. Mais voilà, donc il y a un espèce de package de remboursement qui est prévu. Mes consultations à moi, elles sont remboursées chez tout le monde parce que je suis un médecin accrédité, donc l'hôpital est remboursé au tarif mutuel pour mes consultations, donc ça ne rentre pas là-dedans. Mais ce qui est tout à fait particulier dans cette convention que l'hôpital Saint-Pierre a avec le CEMAVie, c'est notamment le remboursement des consultations de sexo, parce qu'en fait, les 2 centres qui accueillent les femmes victimes de MGF, ce sont les 2 seuls centres au sein desquels il y a des consultations de sexologie qui sont remboursées en Belgique, ce qui est extrêmement dommage, parce que vous avez bien compris au travers des témoignages et de mon discours à quel point la population au sens large a besoin ou aurait besoin, en tous les cas potentiellement, de temps en temps, de l'aide d'une sexologue pour pouvoir progresser, se sentir mieux. Malheureusement, pour l'instant, ça ne concerne que les femmes victimes de MGF. Merci Martin. Et je voulais peut-être préciser, voilà, en tant que directrice du GAMS, qu'au GAMS, on a aussi 3 psychologues et que pour les dames qui ont des problèmes d'accès aux soins parce qu'elles n'ont pas de mutuelle, parce qu'elles sont sans papier, c'est possible d'avoir un suivi psychologique voilà, gratuit. Donc ça, c'est aussi important à savoir si on vient d'être débouté de l'asile. Martin, tu voulais rajouter? Je voulais juste préciser, quand je disais que les portes du CEMAVie étaient ouvertes à tout le monde, c'était préciser ceci. La majorité des personnes qui viennent nous voir en consultation n'ont pas de mutuelle et ce sont des personnes qui sont qu'on accueille dans le cadre de démarches, dans le cadre de demandes d'asile pour des certificats médicaux, dans le cadre de demandes d'asile qu'elles ont déposées auprès du CGRA. Donc, évidemment qu'on reçoit aussi des dames sans mutuelle, mais c'est beaucoup plus compliqué de leur offrir le soin pluridisciplinaire tel que la prise en charge CEMAVie typique. Maintenant, 68% des personnes qui viennent nous voir pour des certificats et c'est des consultations lors desquelles elles peuvent aussi exprimer des difficultés ou des problèmes gynéco qu'on va essayer de prendre en charge du mieux qu'on peut, mais avec beaucoup moins de possibilités que les dames avec mutuelle parce que ce sont des dames qui vivent soit dans la rue, soit dans des centres pour réfugiés avec peu de mobilité, peu de moyens et donc c'est pas facile de les aider, ces personnes-là. Merci. Donc, je vais passer à Françoise. Donc, psychologue à CEMAVie, il y avait une question sur comment on peut éloigner au maximum les souvenirs de l'excision. Est-ce qu'il y a des méthodes? Bon, alors je pense que d'abord, la demande n'est pas toujours celle-là. Donc, quand c'est le cas, il y a bien sûr des méthodes par hypnose, par EMDR, par la discussion, mais peu importe la méthode qui est choisie ou qu'on utilise, ce qui est vraiment important, c'est aussi la phase d'acceptation de ça. Le trauma, ça peut être un peu... il faut dire une chose, tout le monde va avoir des souvenirs, ou pas, mais peut avoir des souvenirs de son excision. Maintenant, la façon de l'avoir digéré, de l'avoir travaillé est différente d'une personne à l'autre. Et donc, il y a des femmes qui vivent avec le souvenir qui provoque encore à l'âge adulte beaucoup de désagréments et des émotions envahissantes et inconfortables, et d'autres pas. Et donc, c'est en fonction du besoin, et l'idée n'est pas de faire disparaître les images ou les souvenirs,
comme nulle part dans le travail psychique. L'idée, c'est de pouvoir vivre avec ses souvenirs sans trop de souffrance, sans réactiver les souffrances. Donc ça, c'est vraiment important de dire que ce n'est pas un travail obligatoire, parce que aussi, c'est important de ne pas tout déstabiliser dans l'équilibre des personnes qu'on accompagne. Et donc, tout comme il y a des souvenirs qui sont oubliés, plein de souvenirs dans la vie, y compris des souvenirs liés à l'excision, pas seulement parce que c'est traumatique, mais ça peut aussi être parce que ça fait partie, ça a eu lieu à une période de la petite enfance où, de manière générale et globale, les souvenirs sont enfouis. C'est très rare d'avoir des souvenirs avant 5 ans. Et donc, parfois, on a des souvenirs qui sont construits, parfois, on a des souvenirs réels avant 5 ans, et puis il y a même plus tard, et c'est le cas, maintenant, on en parle de plus en plus par rapport aux violences sexuelles, à l'inceste, etc. C'est des souvenirs qui, pour des bonnes raisons, sont enfouis dans la mémoire des personnes, et ce n'est pas toujours une bonne idée d'aller les chercher, les fouiller ou les sortir, parce qu'il faut des bonnes conditions. Voilà, il faut voir ce qui permet le plus de sécurité à la patiente. Mais quand c'est une demande, ça se travaille effectivement. Merci Françoise. Il y avait aussi une question sur la place des hommes. Est-ce que les hommes participent au processus d'accompagnement? Et est-ce que toi, dans ta pratique de psychologue, tu as eu parfois les compagnons, les maris? Alors, plusieurs choses par rapport aux hommes. Oui, moi, ça m'arrive alors, ça arrive aussi à ma collègue Sandrine, sexologue, d'inviter des partenaires, des femmes avec lesquelles on travaille, pour travailler les questions liées à la sexualité, mais aussi pour travailler les questions liées à la relation. Donc, par rapport au travail que moi je peux effectuer, c'est la place de la femme dans le couple, c'est l'émancipation de la femme, c'est aussi comment parler de la relation de couple, de l'excision, mais parfois d'autres histoires, d'autres épisodes, d'autres événements de la vie de la patiente que j'accompagne et dont elle n'a pas parlé à son partenaire. Et donc, il y a un travail que moi, je fais avec les femmes en disant quelles seraient les bonnes raisons d'en parler ou quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles vous n'en avez jamais parlé. Donc, oui, il y a un travail qui se fait avec certains partenaires. C'est préparé avec les femmes et c'est une manière aussi, toujours dans des notions d'empowerment et de reprendre, de prendre le contrôle de sa vie, de son existence et d'avancer. C'est aussi important d'accompagner les femmes par rapport à leur environnement, que ce soit leur partenaire, leur famille. Et puis, il faut un peu les mettre au travail aussi, les hommes, tant au niveau de la sexualité qu'au niveau de la vie relationnelle. Et puis, pour un peu parler aussi de la place des hommes par rapport à la sexualité. Tout à l'heure, on posait la question à Martin du plaisir sexuel, du lien entre l'excision et le plaisir sexuel. Moi, j'ai aussi envie de rajouter, ça dépend aussi un peu des partenaires qu'on a. Ça peut aussi évidemment avoir un impact. Et donc, c'est important aussi de rappeler aux femmes qu'il n'y a pas qu'elles qui sont responsables de ce qui se passe aussi dans leur vie sexuelle et affective. Quand des femmes viennent en disant mais oui, mais il y a plein de femmes, c'est un peu ce que Martin disait en disant que les sexologues peuvent être utiles à tout le monde. Il y a plein de femmes qui ont des clitoris et qui ont de la difficulté à avoir du plaisir sexuel. Avec qui le partenaire a de la difficulté aussi. Donc, il y a toute une série de mythes aussi qu'on doit déconstruire par rapport à la représentation que nos patientes ont des femmes qui ont un clitoris, des femmes européennes, où elles pensent que l'orgasme, c'est comme un interrupteur on-off. C'est vraiment pas le cas. Et voilà, c'est important de contextualiser ça aussi. Merci Françoise. Donc, quelqu'un dit dans le chat, il faudrait des cours d'éducation permanente pour les hommes pour mieux gérer ça, les relations avec les femmes. Je ne sais pas, Fausse ou Awa, si ça, tout ce qu'on raconte, il y a justement, ça vous donne envie d'intervenir. Fausse, avant de travailler au GAM, c'était aussi relais. Et il y a des relais hommes aussi. Je ne sais pas si, lors d'échanges, tu as des choses à dire ou... Moi, je dis tout le temps qu'on doit former les hommes, on doit sensibiliser les hommes parce que c'est les hommes qui commandent, même si c'est la grand-mère ou c'est la maman qui fait.
l'excision ou l'infibulation, derrière tout ça, il y a les hommes. Et donc, j'ai même parlé avec mes collègues s'il y avait moyen de vraiment organiser un atelier pour juste vraiment les hommes somaliens, parce que je veux parler des hommes somaliens, sont très, très difficiles déjà. Et s'il y a moyen, vraiment, moi, chaque fois, j'en parle à mon entourage et les Somaliennes, et ils me disent, toi, t'es folle, de toute façon, tu ne fais pas partie de la communauté somalienne. Donc, voilà, moi, on m'a mis déjà en dehors de ça. Et chaque fois, quand on fait aussi là maintenant, l'atelier prépare la naissance, il y a des papas, des futurs papas qui viennent avec le papa, et je le félicite d'avoir venu. Et je suis très contente. Comme ça, voilà, on va partager un bon moment tous ensemble si vous avez des questions. Donc, et là aussi, il y a des questions des fois de l'excision, la grossesse qui rentre et il est à l'écoute. Et chaque fois, je mets à l'aise vraiment et j'invite les hommes, relais hommes, voilà, futurs, plus les hommes qu'on touche, mieux c'est. Et il y aura peut-être moins d'excision. Merci, Fausse. Bonjour, moi, je peux avoir la parole? Vas-y. Oui, ici, voilà, pour moi, mon homme, il est européen, donc la question de l'excision par rapport à ça, je pense que ça ne va pas se poser. Mais par rapport à nos rencontres avec Sandrine, il participe. Vraiment, on fait les exercices ensemble à chaque fois et lui aussi, il prend l'initiative de pimenter un peu la relation sexuelle pour que je ne sois pas seule à le faire. Au départ, il était un peu coincé. Je pense qu'il est là quelque part à m'écouter, donc voilà, je vais On va l'encourager. Oui, voilà, la première fois que j'ai abordé la sexualité, parce que j'en parle librement avec ma fille depuis toute petite, j'ai toujours abordé le sujet, on parle de masturbation, on parle de tout, hein, donc voilà. Alors, la première fois, il était tout rouge parce qu'on l'avait invité et on était à table en train de manger et je ne sais pas qu'est-ce que j'avais lâché. Et alors, il était devenu tout rouge et je lui ai dit, écoute, accroche-toi bien parce qu'on va parler de sexualité longtemps. Et là, maintenant, ça va. Il m'accompagne vraiment dans les exercices avec Sandrine. À chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, ben, il le fait avec moi. Il fait les commandes également pour nos petits gadgets et tout. Donc, voilà, oui, il s'implique. C'est un plaisir partagé à deux. Merci, Awa. Donc, j'espère que ce n'est pas le voisin qui récupère les gadgets. Non, ça non. Voilà. Non, en tout cas, vous avez un superbe mais le voisin, il a renvoyé le sex toys. Oui, je voudrais bien être ta voisine, moi. Oui, franchement, comme ça, je pique tout. Mais Hawa, moi, je vais te voir parce que je vais quand même participer à une partie avec Mariama pour le relais communautaire. Donc, oui, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. On va faire ça, pas de souci. Et, Fabienne, excuse-moi, moi j'ai une question pour les trois, pour Mohamed et François et Martin. Mais je vais commencer par Mohamed qui est là. Tout ça là, Mohamed, je viens de t'écouter que comme quoi, oui, il faut bien former les hommes, il faut faire... Et tu viens de dire quelque chose qui me rappelle de moi aussi, qui dit que voilà, les hommes, ils sont là à dire que tu n'es plus que tu fais plus partie de la communauté, tu es comme si tu es comme ça. Moi, pour moi, je vais te poser une question personnelle. Ça ne te fait pas peur? Tu n'as pas peur des préjugés? Tu as toujours envie de continuer dans ça? Comment tu vois l'avenir? Parce que si tu dis que tu vas inviter les hommes et que dans ta tête, toi et moi, on sait comment nos hommes ils sont, c'est que tu es prête à faire tout pour ça. Donc, moi, je voudrais savoir ton avis là-dessus. Tu n'as pas peur de le faire? Ça te dit? Non. En fait, alors, avant de m'engager au GAMS en tant que relais communautaire et faire tous les ateliers, la traduction, j'ai fait un grand travail sur moi et vraiment pour affronter à ça. Parce que je me suis dit, moi, je suis venue en Belgique toute seule, abandonner toute la famille. J'arrive ici, j'affronte la vie toute seule. J'étais la communauté. S'ils commencent à me commander et s'ils commencent à rentrer dans ma vie, je dis, ce ne sera rien de quitter le pays et de venir ici et continuer encore.
Donc, le fait d'aller déjà à l'école, parce que quand moi je suis venue ici en Belgique, je ne savais pas ni écrire, ni parler en français. Déjà mon nom, parce que je n'ai jamais été scolarisée. Donc, moi, j'ai fait tout ici, de A à Z, et je me suis dit, je n'ai rien à foutre de la communauté somalienne, je vais reconstruire ma vie, et je vais avancer, et celui qui veut m'écouter, tant mieux, celui qui va me juger, tant pis. Déjà, je ne suis pas voilée de tête aux pieds, je porte des pantalons, je suis de toute façon, même quand je vais à Verviers, parce que je fais des permanences à Verviers, et la communauté somalienne à Verviers, c'est des communautés vraiment fermées. Et quand elles me voient, les femmes en pantalon, bah, je suis toujours... j'ai des mots qui piquent, en fait, qui viennent vers elles. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es divorcée plusieurs fois? Il y a plein de questions et que moi, j'ai déjà la réponse que j'ai déjà préparée pendant mon parcours de préparation de ma vie. Donc, voilà, j'ai toujours... Et j'ai quand même fait aussi le relais communautaire homme. Hein, donc, j'ai quand même fait des sensibilisations par rapport à ça avec Seydou qui est parti. Donc, moi, je me suis mis à fond dedans. Je n'ai pas peur. Ça va. Je suis contente de le savoir parce que voilà, je voulais le savoir. Et moi, la prochaine question, c'est pour Martin. Excuse-moi, Fabienne, j'en ai 3 ici qui me fait tourner dans la tête. Moi, dans la vidéo, j'ai entendu comme quoi on faisait cette mutilation pour contrôler la femme. Je voudrais bien, Martin, qui est gynécologue, est-ce que ça contrôle vraiment la sexualité de la femme? Eh bien, non, pas du tout, évidemment. Donc, c'est ça. Tout le leurre est là-dedans. Le but, je pense, c'est contrôler l'impact sociétal des femmes. Et donc, on essaye de contrôler le pouvoir des femmes en contrôlant leur sexualité. Et évidemment, ça ne marche pas du tout. Par contre, en tous les cas, de manière isolée et couper les organes génitaux, ça ne contrôle rien chez personne. Par contre, je pense que si on conjugue l'oppression, le secret, la violence, et que tout ça issu du patriarcat dans le but de contrôler les femmes, oui, évidemment, ça fonctionne. Ça fonctionne dans les pays qui sont concernés par les MGF, ça fonctionne très bien chez nous aussi, même si c'est différent. Mais oui, alors évidemment, ça fonctionne. L'excision en tant que telle ne contrôle rien du tout. En tous les cas, il n'y a absolument rien qui se situe au niveau du clitoris, à l'exception du symbole. Il n'y a rien, évidemment, sur le plan médical qui permet de contrôler quoi que ce soit, qu'il soit présent ou absent. C'est un faisceau de causes qui tente de se débarrasser, de mettre les femmes en retrait par rapport à la société, de les restreindre à un rôle de mère et de femme au foyer, alors qu'en fait, voilà, ce qu'elles veulent, c'est participer à la société, travailler, apprendre comme tout le monde, quoi, bien sûr. Merci, Martin. Fabienne, je te pique les questions, excuse-moi, parce que là, c'est la dernière question que je vais demander à François, vu qu'elle est psychologue et elle voit beaucoup de personnes. Je ne t'entends pas, Fabienne, je ne t'entends pas. Donc là... Il n'y a aucun problème, hein, vas-y, je dis. Ça va. Problème, vas-y. OK. François, là, je vais poser la question à François, vu qu'elle est psychologue et qu'elle voit beaucoup de personnes qui ont ces problèmes. Moi, ma question et mon inquiétude, est-ce qu'elle pense que ces femmes vont se remettre de ça? Parce que moi, je pense qu'il y a un problème de culture et qui se mélangent. Parce que de là où elles viennent, c'est des choses qu'on dit, non, on ne peut pas le faire. Et ici, oui, tu peux le faire. Parce qu'à un moment donné, moi, je me dis que ces femmes sont perdues. Et je ne sais pas si, je ne suis pas psychologue, hein, je vais juste savoir à un moment donné, est-ce que vous pensez que ces femmes peuvent se remettre de ça et le vivre bien? C'est ça ma question. Alors moi, je pense que tout l'enjeu, c'est que tout ce qu'on fait ensemble, pas seulement c'est ma vie avec GAMS, mais que l'entièreté des expériences de la vie, et pas seulement chez un thérapeute, c'est de pouvoir accepter ce qu'on traverse et de vivre avec cette partie de sa vie, de vivre avec cette caractéristique qu'on a dans la vie. C'est un peu ce qu'on doit faire, le chemin qu'on doit faire dans sa vie, mais c'est aussi une règle en thérapie. Et pour les psychologues, franchement, on ne peut pas changer énormément. On peut évoluer sur certaines choses, mais on ne va pas se transformer. Et donc,
l'excision, elle a eu lieu. La réparation partielle physique ou psychique, elle est partielle. Et l'enjeu, c'est de vivre avec et de se rappeler que c'est un morceau de sa vie et de mettre le focus sur toutes les autres choses qu'on a construites dans sa vie, qu'on est capable de faire, la force qu'on a, le chemin qu'on a parcouru, et ce qu'on sème ailleurs et en dehors à l'intérieur de soi et en dehors de soi avec les autres. Et ça, c'est important pour relativiser aussi et faire avec, parce que voilà, mais chacun va avoir un chemin différent. Merci François, merci pour la réponse. Fabienne, si tu as des questions, je te laisse poser les questions. Voilà, je suis en contact avec Lisa qui nous dit que le temps de la fin du webinaire approche malheureusement. Donc, j'aurais voulu laisser la parole pour la fin. Awa, si tu veux nous donner un mot pour repartir chez nous avec tes belles paroles. Moi, je terminerai en disant que l'espoir, ce qui m'a fait tenir, c'est l'espoir au fait. Aujourd'hui, je n'ai pas encore terminé. Je dois encore revoir le docteur Caillé déjà pour avoir mon petit clitoris. Ce n'est pas ça qui va faire tout pour moi. J'ai déjà fait le chemin. On m'a tendu la main. Donc, grâce à cette main tendue, j'ai pu faire mon chemin. Et ce clitoris, ce sera ma revanche. Ce sera un doigt d'honneur, au fait, à toutes les personnes, à celles qui m'ont enlevé ce qui me revenait de droit. Je ne peux pas en vouloir à ma famille. La famille, c'est ma mère. Récemment, je lui ai posé la question, pourquoi, au fait, j'ai été excisée et plusieurs fois. Parce que je n'avais jamais posé la question, mais suite à mes entretiens avec Sandrine, je lui ai dit, je vais poser la question à ma mère parce que je ne vois pas pourquoi. Je la vois et mon père, il est décédé, ça fait des années. Et alors, elle m'a répondu qu'à ce moment-là, à cette période-là, elle avait 18 ans et qu'on l'avait juste proposé de m'exciser avec d'autres jeunes filles. Et oui, comment en vouloir à sa mère, comment en vouloir à sa famille pour quelque chose qu'elle-même ne savait pas. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Et oui, le pardon, je l'ai pardonné parce qu'elle n'a pas excisé ma sœur. La dernière n'a jamais été excisée. Alors oui, c'est une revanche. Et oui, l'espoir, c'est quelque chose. Et pour moi, je dis toujours qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que minutes sont meeting. Ça veut dire que connaître quelqu'un, c'est mieux que connaître un pays. Littéralement traduit, c'est dans un sens au fait où la solidarité existe, plus dans les pays africains. Chez nous, je ne peux pas dire qu'ici, ça n'existe pas, ça existe, mais l'explication, c'est que si tu connais quelqu'un, c'est mieux que de connaître un pays. Parce que quand tu auras besoin d'aide, c'est la personne que tu connais qui te tirera, qui te donnera les infos. Et c'est ce que j'ai eu. Donc, c'est ma vie, c'est connaître quelqu'un. Mieux vaut connaître quelqu'un que connaître un pays. Donc, je place ma vie au niveau de la personne et le reste vient. Donc, il faut connaître quelqu'un. Mieux vaut connaître quelqu'un que connaître un pays. Merci. Je crois qu'on va rester avec ces beaux mots. Donc, merci Awa, merci Fausse, merci Françoise, Martin, Fatoumata, la patronne numéro 1. Je voulais... c'est un petit symbole. Donc, celui-là, il fait que 7-8 cm, mais c'est pour dire que demain, on aura un clitoris de la belle couleur de 5 mètres. De 5 mètres, place de la Monnaie, entre 11h et 14h. Et à 11h30, il y aura une prise de parole de l'échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Il y a Fausse qui va nous rejoindre aussi pour une prise de parole à 11h30. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux, nombreuses. Il y aura un petit stand avec des quiz. On va faire ça de manière gaie parce qu'on a envie de sortir du silence et que cet organe soit mieux connu. Que ce soit plus tabou, qu'on ne rougisse pas en prononçant le mot clitoris. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Merci, merci à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, on vous attend demain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.